7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Demain soir, Gabriel Attal sera reçu par BFM TV à l'occasion du cap important qu'il a franchi cette semaine, ses 100 premiers jours à Matignon. Alors afin de dresser un bilan de ses premiers pas à la tête du gouvernement, nous recevons aujourd'hui Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Alors vous êtes professeur associé à l'université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès et l'ordre républicain dans les circonstances exceptionnelles. Et puis vous êtes spécialiste de la communication. Pour commencer, et puis on sera rejoint très rapidement par Alexis Poulain ensuite. Qu'est-ce que vous pensez de la maîtrise de la communication autour de cet événement ? On en a beaucoup parlé. Apparemment, Gabriel Attal a mis en place tout un plan. C'est un événement qu'il veut marquer et surtout maîtriser. Oui, il veut certainement, si vous voulez, affirmer son empreinte depuis sa nomination, surprise d'ailleurs, au mois de janvier 2024, en essayant de dresser un bilan de ses 100 premiers jours à Matignon et surtout en esquissant des perspectives. Parce que la réalité, au-delà de la question de la communication, c'est que nous avons un Premier ministre, un gouvernement et un président de la République qui se retrouvent dans une situation d'une rare complexité, sans majorité, on le sait, à l'Assemblée nationale, avec l'horizon d'une élection européenne qui s'annonce pour le moins difficile, voire impossible pour cette majorité. Et surtout, avec, et je crois que c'est peut-être l'élément nouveau le plus important de ces dernières semaines, une équation budgétaire qui va vraisemblablement rendre encore plus difficile l'exercice du pouvoir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors cet exercice de communication, il a d'une certaine manière vocation peut-être aussi à exorciser d'une certaine façon toutes ces menaces et tous ces risques, mais je crains qu'ils soient globalement assez insuffisants pour remettre dans un chemin un peu plus serein l'embarcation gouvernementale. Alors 100 jours, mais déjà de nombreuses crises et polémiques. On a parlé des défis qui l'attendaient, de cette conjoncture aussi budgétaire. Mais il y a eu la crise des agriculteurs, la constitutionnalisation de l'IVG, les JO en approche, des attentats, la crise migratoire en France métropolitaine, mais aussi à Mayotte. On en parlait il y a quelques minutes. Gabriel Attal, du haut de son jeune âge, se montre-t-il suffisamment ferme et expérimenté pour faire face à tout ceci, ou bien apparaît-il dépassé par un enchaînement d'événements trop importants ? Et on a été rejoint par Alexis Poulain, à qui je donne la parole. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour, excusez-moi du retard, je n'avais pas mis mon réveil comme il fallait. Bon, pour Gabriel Attal, je crois que, vous savez, depuis Emmanuel Macron, on est dans un spectacle en fait de la politique et pas vraiment une politique réelle ou du moins une prise en compte de ce qu'est l'État. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la prise de pouvoir des communicants. Alors c'est assez drôle parce que d'un côté vous avez Gabriel Attal qui dit qu'il veut absolument faire renouer les jeunes avec la lecture et en même temps c'est le premier ministre TikTok et tout est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il a créé son image autour de la jeunesse, le SNU, etc. Rappelez-vous, à l'Assemblée il montrait les photos de son chien, tout tourne autour des réseaux sociaux, tout tourne autour de la communication et en réalité la politique est très loin, puisque ce que fait Gabriel Attal, tout comme Emmanuel Macron, ce n'est que suivre une feuille de route imposée par des créanciers, ou du moins par des fonds qui demandent à la France de faire des réformes structurelles et qui demandent à la France de devenir un autre pays anglo-saxon. Donc tout ce qui était de la spécificité française, issue du CNR, tout ce qui était ce qu'on appelle le modèle social français, qui coûte cher, certes, eh bien il est sabordé par ces young leaders, puisque Gabriel Attal, comme Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe et comme d'autres, sont passés par ces programmes de sélection des leaders atlantistes, d'où l'alignement otanesque français, d'où l'alignement européiste vers davantage d'intégration, d'où d'ailleurs le moment en fait où les mots n'ont plus aucun sens, parce que voir Emmanuel Macron ou Gabriel Attal employer le mot souveraineté, c'est cocasse, parce qu'en réalité, ils n'ont jamais eu en tête la souveraineté française ou la défense des intérêts français. Et ça, c'est ce moment-là,
Je pense qu'il est extrêmement dommageable à la fois pour la démocratie, pour le débat démocratique, puisque les mots sont vidés de leur sens, pour la politisation aussi des citoyens. On voit l'abstention qui ne fait qu'augmenter scrutin après scrutin, et les européennes ne vont pas faire exception à la règle. Donc on est vraiment dans ce moment du vide politique où la communication a pris le pouvoir. Alors, la communication reste importante malgré tout. Vous parliez de son usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait que la majorité des jeunes sont connectés, mais qu'en revanche, très peu s'intéressent à la politique. Est-ce que ce ne serait pas un moyen de renouer justement avec tous ces jeunes assez déconnectés du monde politique? Arnaud Benedetti. Écoutez, moi je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que les réseaux sociaux permettent fondamentalement aux politiques de retisser un lien avec une société qui est de plus en plus en méfiance vis-à-vis des institutions et vis-à-vis de la politique. La réalité, c'est que quand on regarde toutes les études un peu sérieuses qui sont effectuées depuis un certain nombre d'années, je pense notamment aux études du CEVIPOF, c'est qu'on voit... et ça ne remonte pas d'ailleurs à Emmanuel Macron seulement, mais ça s'est accru vraisemblablement avec Emmanuel Macron. Ce qu'on voit, c'est que la défiance est constante, mais elle n'est pas seulement constante, elle est surtout croissante. L'usage des réseaux sociaux pour ramener les jeunes à la politique, en l'occurrence, quand on regarde, par exemple, le taux d'abstention, notamment dans cette zone, excusez-moi de prendre une métaphore commerciale, dans cette zone de chalandise que constituent les 18-24 ans, on constate que les 18-24 ans font partie des catégories d'âge les plus abstentionnistes. Et il est fort probable que, d'ailleurs, ils se mobilisent encore, une fois de plus, assez peu lors des élections européennes. Donc, on voit bien que l'usage des réseaux sociaux est, d'une certaine manière, une cautère sur jambes de bois. Donc, c'est vraisemblablement insuffisant. Vous savez, pour renouer avec la politique, il faut des politiques publiques qui soient fortes, en l'occurrence. Des politiques publiques qui protègent, des politiques publiques qui sécurisent, des politiques publiques qui projettent l'avenir de la France à un horizon qui est celui de 2050. Or, manifestement, aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus. On a un exécutif qui, et là je rejoins tout à fait ce que dit Alexis Poulain, et de ce point de vue-là, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de surprise avec Emmanuel Macron, parce que c'était son programme en 2017 déjà, c'est-à-dire que c'est un programme d'acculturation ou d'adaptation à la globalisation. Et j'allais dire, ce programme a été certes quelque part bousculé parce que, in fine, Emmanuel Macron a été percuté par un certain nombre de crises, la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire, où en effet il a fallu d'une certaine façon réutiliser l'État pour amortir les chocs sociaux et les chocs économiques, ce qui d'une certaine manière invalide pour une partie d'ailleurs son logiciel. Mais je crois que le problème fondamental aujourd'hui, encore une fois, de Gabriel Attal, et qui est celui fondamentalement d'Emmanuel Macron, parce que, à la limite, j'allais dire presque le cas le cas de Gabriel Attal est secondaire aujourd'hui. D'abord, il est secondaire dans le fonctionnement des institutions sous la Ve République, et il est encore plus secondaire dans l'usage que fait Emmanuel Macron des institutions. Le sujet, c'est fondamentalement, c'est Emmanuel Macron. Alors, on voit bien que quand même, ce qui est très intéressant de voir... Arnaud Benedetti, je vous coupe juste quelques instants. Il est 8h02 maintenant et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Alice Perias. On reprend ça dans un instant. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui. Non. La table ronde. Arnaud Benedetti, je vous avais coupé en pleine réponse. Je vous laisse reprendre pour la fin de votre développement. Non, ce qui me paraît important, c'est de voir qu'on a un Premier ministre qui est extrêmement contraint. Je note une chose principalement, c'est qu'il y a très peu de textes qui ont été présentés depuis sa nomination à l'Assemblée nationale. Et pour cause, in fine, le gouvernement veut agir essentiellement par voie réglementaire pour éviter de s'affronter à un Parlement et une Assemblée nationale qui lui est majoritairement, d'une certaine manière, aujourd'hui hostile. Le problème, vous voyez bien que, par exemple, sur la question budgétaire, en toute logique, dans une démocratie parlementaire, il était quand même, au regard de ce que l'on sait aujourd'hui de l'état des finances publiques, il eût été tout à fait naturel que l'on présente un projet de loi de finances rectificatif. On ne le fera pas parce qu'on veut s'éviter le risque d'une motion de censure. Donc les contraintes de Gabriel Attal sont très fortes.
Et un dernier point qui me paraît aussi tout à fait essentiel pour bien comprendre, il faut revenir à la genèse quand même de la nomination de Gabriel Attal. Gabriel Attal a été nommé par Emmanuel Macron parce qu'il était l'arme jeunesse qui devait, d'une certaine manière, permettre de contenir la dynamique du Rassemblement national et notamment de celle de Jordan Bardella. Aujourd'hui, au vu des sondages, on voit qu'il n'en est rien. Et même, ce qui est tout à fait frappant, c'est que ce Premier ministre, dont on aurait pu penser qu'en tant que chef du gouvernement, en tant que chef de la majorité surtout, il mène la bataille pour les européennes, il se fait aujourd'hui extrêmement discret dans cette bataille des européennes, parce que quelque part, il pressent l'échec plutôt annoncé, c'est le moins qu'on puisse dire, de la liste de Mme Ayer, et surtout, il ne veut pas en être d'une certaine manière comptable. Qu'en fera le président de la République le 9 juin prochain? Ça me paraît en effet une question importante. Alexis Poulain, vous vous acquiescez? Oui, c'est clair que pour ce qui est de la campagne des européennes, la campagne de Mme Ayer ne décolle pas évidemment, même si elle a une base électorale assurée. Et puis, on voit que c'est Emmanuel Macron qui est finalement la locomotive qui donne le tempo avec toutes ces cérémonies de commémoration qui sont autant de petites cartes postales qui permettent de remettre un coup sur les valeurs européennes, sur la défense, etc. Donc, c'est vraiment utilisé à dessein. Pour ce qui est de Gabriel Attal, il a été mis là, évidemment, pour être la courroie de transmission la plus directe et la plus petite avec l'Élysée. Regardez la façon dont la communication, j'en parlais tout à l'heure, mais même la communication des ministres est verrouillée par Matignon. Toutes les citations des ministres dans la presse, c'était dans le Figaro hier, doivent passer par le cabinet de Gabriel Attal pour être validées. Tous les éléments de langage, la façon dont tous ces ministres passent dans les médias. Donc, il y a vraiment un rétrécissement du champ politique où on a des exécutants, d'un exécutif tout-puissant qui veut en plus outrepasser les débats parlementaires. On l'a vu avec les 49.3, avec les décrets, avec la peur de la motion de censure. Clairement, le débat parlementaire est quelque chose qui agace, qui ennuie Emmanuel Macron dans sa pratique du pouvoir, et donc Gabriel Attal étant le Premier ministre qui lui ressemble le plus, eh bien, il a choisi de quoi assurer la fin de mandat de manière directe pour continuer ces réformes structurelles imposées par soit Bruxelles, soit les créanciers de la dette française, dette qui, on le rappelle, a bondi de 1 000 milliards d'euros depuis la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron. Alors, lorsque Gabriel Attal refuse de s'imposer face ou même aux côtés d'Emmanuel Macron, mais en tout cas de s'imposer, il participe justement à cette voie unique tracée par Emmanuel Macron. Est-ce que du coup, d'une certaine façon, il participe à un échec de notre démocratie ou ce qui pourrait s'y apparenter en tout cas? Arnaud Benedetti. Vous savez, la crise démocratique ne date pas d'Emmanuel Macron. Macron est un produit de la crise démocratique. Là aussi, il faut en revenir à la genèse de l'élection d'Emmanuel Macron, parce que, encore une fois, il me semble que le cas de Gabriel Attal est presque secondaire par rapport à ce que nous traversons, même si c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Emmanuel Macron a été élu par ce qu'on appelle, pour aller très vite, le parti de la pensée unique. Celle qui considère qu'en dehors de l'adaptation aux standards de la mondialisation via une Union européenne, il n'y aurait point de salut. C'est globalement ceux du centre-gauche et du centre-droit, ceux qui ont défendu le traité de Maastricht en 1992, ceux-là même qui ont défendu le projet de traité constitutionnel en 2005, qui, face à la montée de ce qu'ils appellent les populismes un peu partout en Europe ou aux États-Unis, ont décidé de s'unir et de se saisir d'une marque, la marque d'Emmanuel Macron, pour sauver ce que, dans d'autres temps, on aurait appelé le parti de l'ordre. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, cette stratégie est d'une certaine manière de plus en plus mise en échec, parce que quand on regarde là aussi les études d'opinion, un sondage récent a montré que 74% des Français étaient mécontents de la manière dont Emmanuel Macron et son gouvernement géraient les affaires du pays.
Donc, Gabriel Attal, bien évidemment, d'une certaine manière, il prend sa part dans cet échec. Moi, je n'ai jamais très bien compris, sur un plan de tactique politique et non pas de stratégie, quel était l'intérêt d'Emmanuel Macron de changer de Premier ministre au mois de janvier dernier. J'ai toujours considéré que c'était une prise de risque parce que si le 9 juin, un échec n'est pas trop patent et il risque de l'être lors des prochaines élections européennes, Emmanuel Macron va quand même se retrouver dans une situation compliquée. Alors évidemment, ce qu'il va faire, comme d'habitude, parce que c'est son mode de fonctionnement, il va user de la communication pour essayer d'enjamber l'obstacle, notamment avec les Jeux Olympiques, mais la réalité va très vite le rattraper. Et moi, je pense qu'il y a quand même un vrai sujet, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est la réalité budgétaire du pays, et il n'est pas à l'abri, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une motion de censure qui fasse tomber le gouvernement de M. Attal. Et dans cette hypothèse, on rentre bien évidemment dans une toute autre période politique si jamais, par exemple, une motion de censure était adoptée à l'Assemblée nationale. On parle de ces 74% de Français mécontents de la façon de gouverner d'Emmanuel Macron et donc de son gouvernement. On a aussi 32% des Français qui font confiance à Gabriel Attal, selon un sondage publié pour Les Échos. Alors on peut penser que c'est difficile de gouverner dans ces conditions. Pourtant, ce chiffre n'est pas si mauvais. Il dépasse de 5 points celui du président lui-même, alors que pourtant on explique que finalement Gabriel Attal, c'est comme certains l'appellent la marionnette d'Emmanuel Macron. Est-ce que Gabriel Attal parvient malgré tout à tirer un peu son épingle du jeu, Alexis Poulain ? Oui, du jeu médiatique. Enfin, vous savez, c'est toute la bulle politico-médiatique qui commence à être très, très décorrélée, en fait, du réel. Et ça devient gênant. Enfin, on a vu la création d'Emmanuel Macron par les médias en 2016-2017 pour sa campagne, parce qu'en réalité, c'est impossible de se faire élire président sans un parti préexistant. Eh bien, il l'a fait grâce à un barrage dans l'autre sens, une poussée médiatique incroyable avec Gabriel Attal. On a la même chose, c'est-à-dire qu'on va vous vendre du Gabriel Attal matin, midi et soir, à coup de sondage, à coup d'interviews spéciales, à coup de mise en scène, etc. Et donc, voilà, on arrive avec ces chiffres-là qui ne disent rien en réalité de ce que fait Gabriel Attal, puisque à part communiquer, donnez-moi un bilan de Gabriel Attal. Il est arrivé à l'Éducation nationale, il est resté quelques mois, il a simplement dit abaya et puis il est parti. Il est passé par Bercy. Eh bien, à Bercy, on voit le cataclysme que c'est actuellement avec Bruno Le Maire. Enfin bref, c'est du saupoudrage. Donc, quelle action réelle pour les agriculteurs? C'est pareil. Il a fait un discours avec des fiches Bristol sur une botte de foin, et puis après, les agriculteurs sont toujours aussi mécontents et attendent de voir les résultats. Donc, il n'y a aucun résultat en réalité. Il n'y a aucune politique, encore une fois. C'est de l'agitation, c'est de la recherche de temps et de poche électorale, puisque les réformes successives de la 5e ont fait que nous avons maintenant des candidats permanents. Emmanuel Macron, c'est un candidat permanent. Il est tout le temps en campagne, donc il ne peut pas dire la vérité. Il ne peut pas faire des choses difficiles, même quand il dit qu'il fait des choses difficiles. Très vite, il passe à autre chose parce qu'il a besoin de cette frénésie. Donc, ces sondages-là ne disent rien en réalité, parce qu'il faut mettre en rapport à ces sondages le taux d'abstention qui reste, lui, énorme. Et ça dit beaucoup de la déconnexion, finalement, d'une grande majorité des Français avec la sphère politique, ou du moins avec le jeu politique. Alors, Gabriel Attal, pourtant, tente encore d'affirmer cette image d'homme de terrain, d'homme d'action. Il avait 3 mots d'ordre pour son mandat: fermeté, autorité, travail. Alors, que doit-on penser de ça, Arnaud Benedetti ? Juste, je voudrais revenir, si vous me le permettez, quelques instants sur le chiffre de 32% que vous venez de donner, qui est un chiffre quand même extrêmement bas pour un Premier ministre qui vient d'être nommé. Il faut quand même le rappeler, puisqu'on va commémorer les 100 jours d'Emmanuel Macron, les 100 jours de Gabriel Attal, pardonnez-moi. Donc 100 jours, 32%. Et franchement, la barre est assez basse, en l'occurrence pour un jeune Premier ministre qui ne cesse de se démener sur le plan de la communication. Ensuite, pour revenir au triptyque que vous venez de citer, c'est-à-dire fermeté, autorité, travail, qu'est-ce qu'il s'agissait de faire, encore une fois? Il s'agissait tout simplement pour Emmanuel Macron, dans un pays où manifestement il y a une demande à la fois de fermeté, d'autorité, de revalorisation du travail, de trianguler plutôt
vers la droite et la nomination de Gabriel Attal. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe, parce que lui-même vient plutôt de la gauche, Gabriel Attal, enfin d'une gauche qui est quand même une gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, très, très réformiste, plutôt strauss-kahnienne d'une certaine façon. Il s'agissait quand même de parler à cet électorat de droite au moment où, en effet, il y a une dominante quand même des valeurs de droite dans le corps électoral. Est-ce que depuis 100 jours, les Français ont noté une évolution dans, j'allais dire, la prise en compte de ces valeurs sur le plan politique? Manifestement, ce n'est pas le cas, si on en juge par les études d'opinion. Mais comment pouvait-il en être autrement? La question est de savoir comment pourrait-il en être autrement. Ce n'est pas de toute façon en 100 jours qu'on peut changer les choses, ça c'est une réalité, en tout cas les changer, surtout après cette année de quinquennat. Donc c'est un exercice quasiment impossible. Si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en revient à la question de départ, qui a d'ailleurs été parfaitement résumée par Alexis Poulain, c'est que comme la politique ne veut plus ou ne peut plus agir, eh bien, elle se réduit à être un exercice de communication. En d'autres termes, à proportion qu'ils agissent le moins possible, eh bien, ils communiquent de plus en plus. Et ils communiquent, qui plus est, de manière, j'allais dire, extrêmement auto-centrée pour un certain nombre d'entre eux, voire extrêmement contrôlés, parce qu'en effet, ce à quoi on assiste, c'est des ministres qui sont aujourd'hui obligés de faire remonter à Matignon les demandes d'interview dont ils sont l'objet et qui doivent en plus faire relire comme des élèves ou des enfants les interviews qu'ils remettent à la presse. Donc c'est vous dire aujourd'hui quelle est l'autonomie politique d'un ministre dans un gouvernement. Même sous la Ve République au début, sous le général de Gaulle, les ministres avaient une liberté de parole qui leur était dévolue, tout simplement parce que d'abord, le général de Gaulle, en bon militaire, savait qu'il fallait d'abord déléguer. Donc c'est une pratique, à mon sens, totalement pervertie des institutions de la Ve République, qui ne correspond pas du tout à l'esprit de la Ve République, une pratique infantilisante du pouvoir, et ça finit par se voir. Et cette communication est une mauvaise communication, à mon sens, en tout cas. Alexis Poulain. Oui, bah c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où finalement le mur du réel rattrape les communicants. Enfin, regardez Bruno Le Maire et ses promesses de budget. Enfin, tout est vu avec des lunettes roses d'optimisme, alors que même la Banque de France, les partenaires financiers de la France expliquaient bien avant la présentation du budget que c'était totalement irréaliste. On peut parler, d'ailleurs, Olivier Marleix, le responsable des députés LR à l'Assemblée, parle de mensonges d'État en ce qui concerne ce faux budget. Donc, tout est manipulation. Et on essaye de faire en sorte de créer une réalité alternative pour que ça passe, hein, finalement, que les lois passent malgré les nombreuses faillites de PME, malgré le déficit public qui ne fait que s'aggraver. Et voilà, et c'est d'autant plus terrible que de l'autre côté, on ne comprend pas en fait pourquoi un tel déni de réel, si ce n'est ce que je disais, c'est-à-dire des candidats permanents, puisque Bruno Le Maire actuellement est en train de préparer potentiellement une candidature pour 2027. Donc on ne peut pas faire confiance à des candidats. Attention, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc on est là dans un moment où finalement, même s'ils essayent de dire qu'ils font des choix difficiles, qu'ils gouvernent contre l'opinion, c'est assez faux en réalité, puisqu'ils ont toujours en tête le petit pourcentage de sondages à aller chercher pour les européennes, pour les municipales et puis pour bien sûr l'élection présidentielle. Avant d'être président, Emmanuel Macron était lui-même ministre et on entend beaucoup que Gabriel Attal, justement, suit sa voie. C'est lui aussi un très jeune ministre. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait tenter l'aventure présidentielle un jour, Arnaud Benedetti? Il a certainement dans la tête, comme pratiquement tous les premiers ministres qui sont passés par Matignon, surtout depuis qu'il y a une accélération du calendrier politique. Le quinquennat, de ce point de vue-là, n'a certainement pas arrangé les choses. Vous savez, le gros problème qui sera celui de la majorité lors des prochaines élections présidentielles en 2027, et quand on discute d'ailleurs avec un certain nombre de proches de cette majorité, ils vous le disent, c'est qu'il y a dans ce pays quand même ce qui est en train de monter, un besoin de véritable alternance.
Comment incarne-t-on de l'alternance alors que l'on est depuis 7 ans, voire 10 ans, en 2027 au pouvoir? Ça va être extrêmement difficile pour toutes les offres politiques qui, au sein de la majorité, souhaitent se positionner pour 2027 parce qu'elles sont toutes comptables d'un bilan que les Français aujourd'hui rejettent majoritairement. Donc l'exercice pour Gabriel Attal ou pour un autre sera de ce point de vue-là extrêmement difficile. Et puis le risque, c'est que Gabriel Attal, finalement, soit sur la, j'allais dire, à la place, pardonnez-moi cette métaphore, à la place du mort, parce qu'en l'occurrence, comme dans une voiture, c'est-à-dire que être Premier ministre aujourd'hui, c'est déjà un exercice extrêmement difficile, et Premier ministre dans un second quinquennat d'Emmanuel Macron, ça me paraît être un exercice qui va être extrêmement complexe, sauf à ce que, et peut-être essaye-t-il de le faire, Gabriel Attal s'autonomise. Et on voit qu'il essaye d'une certaine manière de s'autonomiser. Mais cette autonomisation me paraît très insuffisante aujourd'hui pour qu'une candidature de Gabriel Attal soit une candidature pour 2027 considérée comme une candidature crédible. Ouais. Alexis Poulain, on arrive au terme de cette interview, mais on va vous retrouver dans un instant pour votre chronique hebdomadaire. Je vous propose d'y répondre à ce moment-là et puis nous parlerons d'autres choses ensuite. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette table ronde qui nous a permis de dresser le bilan de Gabriel Attal.